Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Monsieur Apathy. J'aimerais commencer par exprimer, au nom de l'association Dauphine Discussion Débat, la joie que nous avons de vous recevoir dans notre université. Merci à vous qui avez répondu présent à notre invitation. Sachez qu'il est d'usage, dans notre association, d'ouvrir le débat sur une brève présentation. Nous ne dérogeons pas à la règle ce soir. Votre parcours semble atypique et commence avec l'obtention du baccalauréat à 24 ans, alors que vous avez quitté l'école à 14 pour être serveur et vendeur de voitures. Mais l'apathie touche à tout, a bien vite été rattrapée par l'apathie ambitieux et vous suivez des études de droit à Pau et êtes diplômé de l'école de journalisme de Bordeaux. En 1981, alors que Mitterrand entre à l'Élysée, vous vous laissez définitivement happer par ce qui va devenir votre insatiable passion et l'apathie politique est née. Dès 1988, et faute de connaître encore votre voix, on apprécie déjà votre plume dans les colonnes de Politis, Libération, Journal du Dimanche ou encore Le Parisien. Depuis 1999, vous avez fréquenté les plus grandes chaînes de radio nationale. Après vos débuts à Radio France, où les auditeurs de France Inter vous regrettent encore, vous avez fait les belles heures de la matinale Jules Bayard à RTL, pour finalement traverser l'avenue Montaigne et rejoindre la station rue François Ier. Ça, c'est l'apathie voyageur. Mais votre voix résonne bien au-delà du 8e arrondissement de la capitale. Votre accent est votre signature. Vous auriez pu le gommer et au contraire vous le cultivez. C'est l'apathie sud-ouest, l'apathie chaleureuse. Et tous les jours, vous mettez votre rigueur au service des auditeurs avec qui vous partagez l'antenne d'Europe 1. Avec les années d'expérience, nous voyons alors poindre l'apathie pédagogue. On a d'abord connu votre plume, puis votre voix. Et enfin, nous mettons un visage sur ce caractère bien trempé lorsque vous arrivez à la télévision. L'apathie touche à tout, reprend du service. Nous avons donc bien compris que vous êtes un bosseur. Et cette détermination sera notamment récompensée en 2011 par le prix Philippe Caloni du meilleur intervieweur. Notons de plus que l'apathie passionnée que vous êtes ne s'inclinera jamais face aux critiques que vous recevrez. Vous dites à l'antenne d'Europe 1, le pire, c'est d'être aimé par tout le monde. Rassurez-vous, ce n'est pas votre cas. En témoignent les nombreuses attaques dont vous êtes la cible, notamment lors de l'affaire Cahuzac. Aujourd'hui, Monsieur Apathy, c'est vous qui êtes dans le fauteuil de l'invité et c'est nous qui allons poser les questions. Alors, loin de nous l'envie de venger des centaines d'interviewés qui ont été terrorisés à l'idée de devoir vous répondre, qui se sont liquéfiés face à vos insistances et qui ont été achevés par vos conclusions, nous ne jouerons pas ce soir à l'apathie ténue. Mais gageons que votre passage dans notre université va enfin vous faire prendre conscience de l'état dans lequel vous mettez les grands de ce monde lorsque vous leur tendez le micro. Nous aurons là peut-être ce soir une apathie repentie, même si nous adorons l'apathie Cyrano qui, à la fin de l'envoi, touche. Avant de laisser la parole à mes camarades Dimitri Perrossocine et Étienne Vincent pour la suite du débat, je voulais vous dire, Monsieur Apathy, que vous portez un nom qui ne vous va pas du tout. L'apathie est un état d'indifférence à l'émotion, la passion, la motivation. Un individu apathique manque d'intérêt émotionnel, social, spirituel, philosophique. Mais vous voyez, j'ai la ferme impression que vous êtes tout le contraire, Monsieur Apathy. Bon débat à tous et à toutes. Bonsoir Monsieur Apathy. Bonsoir, merci pour votre accueil. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, souhaiteriez-vous réagir au portrait que Juliette vient de faire? Oui, je ferai deux petites réflexions. D'abord, trois même. D'abord, il était bien écrit. Ensuite, peut-être un peu gentil. Parce que c'est une critique. Non, mais peut-être un peu gentil. Et enfin, mon nom est un peu singulier, j'en conviens. Apathy, mon nom s'écrit A-P-H-A-P-I-E. En bon français, on devrait le prononcer Apathy. Et on le prononce quelquefois Apathy parce qu'on l'écrit mal. A-P-A-T-H. Et en français, effectivement, Apathy, A-P-A-T-H-I-E, a la signification que vous avez donnée. Mais Apathy, A-P-H-A-P-I-E, c'est-à-dire comme il s'écrit, est un vieux nom de place qui signifie, il a probablement été amputé d'origine, mais je n'ai pas fait de recherche généalogique. À l'origine, ça devait être quelque chose comme Apathy Berry, c'est-à-dire la maison
est dans la maison. Et apathy, c'est un mot basque dérivé du mot apatia, qui veut dire abbaye, et qui veut dire quelqu'un qui habite à côté de l'église, ou bien quelqu'un dont les gens travaillent, les clercs probablement, avec les gens de l'église, parce que l'église a beaucoup d'importance au Pays basque. Tout ça pour vous dire que la France est un pays divers, avec des provinces bien déterminées, des caractères bien singuliers, et que je suis très heureux d'en être pour ma part l'expression basque après. Merci pour cette précision étymologique. Oui, parce que vous avez bien écrit sur l'affiche mon nom, mais ensuite dans le texte qui est sur l'affiche, vous l'avez mal écrit. APATH. Très grave. Vous savez, j'ai déjà souvent dit à mes enfants, vous passerez votre vie à rectifier l'orthographe de votre nom. Il y a pire là. Nous allons donc commencer le débat par une question d'actualité. Le président vient de clore ce matin la question brûlante concernant la révision de la Constitution, qui a fait l'objet de vives contestations à l'Assemblée nationale et au Sénat, et a entériné une ligne de fracture nette au sein de la majorité. Comment analysez-vous ce que l'on pourrait qualifier de revers pour le président? Si vous aimez la politique, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup à dire effectivement avec cette révision constitutionnelle avortée. La première chose que l'on peut dire, ça n'est pas très grave au fond, c'est dans le maniement des symboles, mais il est tout à fait dommage qu'un pays, et donc ses représentants, parce que les hommes politiques sont nos représentants, ne parviennent pas à présenter un visage uni, ou bien à trouver un accord, après les attaques aussi violentes que la société a subies le 13 novembre. Il est regrettable qu'après des attentats qui ont fait 130 morts, 4 mois après, on ne soit pas capable de voir des dirigeants s'accorder sur des choses assez simples. Parce que voilà, ça n'était pas très compliqué sans doute de trouver un accord. Donc il est assez dommage de voir que les préoccupations politiques légitimes, dans la démarche politique de la conquête du pouvoir pour l'objectif légitime, mais que ces préoccupations-là, dans cette circonstance-là, aient pris le pas sur une entente qui aurait dû être trouvée. Ensuite, sur le plan plus strictement politique, il est évidemment navrant pour lui de voir le président de la République s'engager dans une démarche de révision constitutionnelle et puis être obligé de capituler en face campagne parce qu'il a mal formulé son discours le 16 novembre à Versailles et parce qu'ensuite la rédaction de l'article a été tellement compliquée que même ses propres amis à l'Assemblée nationale l'ont en quelque sorte humilié, ce qui a rendu ensuite impossible un accord avec la droite. Le grand perdant de ceci, c'est le président de la République, le très grand perdant. À un an de l'élection présidentielle, c'est assez catastrophique pour lui. Et nous sommes dans la situation singulière pour la première fois sans doute dans l'histoire de la 5e République qui a commencé en 1958, un président de la République sortant est en très très grande difficulté au point que la possibilité qui lui serait offerte de se représenter paraît très très faible. Et ça, nous ne l'avons pas connu. Vous savez, la France, je vois l'occasion de détailler ça, mais la France vit, la société française, sur le plan strictement politique, traverse une crise de confiance vis-à-vis de ses élus, d'une gravité, d'une durée que, à mon sens, mais j'aurai l'occasion de préciser ça, je pense, au fil de vos questions, aucune société européenne comparable. Le malaise français qui s'exprime à travers cette défiance est extrêmement important et peut, parce que l'histoire s'écrit comme ça, aboutir à une situation très singulière, très particulière dans les années qui viennent et peut-être de l'année prochaine lors des élections présidentielles. En tout cas, cet échec dans la révision constitutionnelle est lourd d'enseignements et peut-être de conséquences. Tout ça paraît abstrait, mais par des chemins qui sont parfois quelquefois compliqués à comprendre, pèsent sur nos vies, peut peser sur nos vies. Très bien. Merci. Maintenant, en bon dauphinois, j'ai dû faire une revue de presse sur la prolongation de l'état d'urgence. J'ai constaté qu'il était très difficile de trouver des articles clairement en faveur de la prolongation, alors qu'il était très aisé de trouver des articles à dénoncer. Comment expliquer qu'une grande part de la population, environ 77% selon un sondage, favorable à ce maintien, soit si peu représentée médiatiquement,
Et de ce fait, y a-t-il un certain mimétisme dans la profession? Dans la profession de journaliste? Oui, dans la profession de journaliste. Est-ce qu'on pourrait reformuler la question? Vous voulez dire, une majorité de gens est favorable à la reconduction de l'état d'urgence? L'état d'urgence fait quand même l'objet de certains débats au sein de notre société. Ouais. Et il semble que dans la représentation médiatique, les avis soient clairement contre l'état d'urgence. D'où ma question. Pourquoi dites-vous que médiatiquement il y a des avis plutôt dominants contre l'état d'urgence? Vous ne déduisez de quoi, d'éditos? Oui, d'éditos, et en mon sens, l'aspect contestataire est souvent transparaît plus à travers les journaux. Je n'ai pas noté, mais peut-être que je n'ai pas été très attentif, une forme de campagne de presse assez appuyée en défaveur de l'état d'urgence. Parce que l'état d'urgence, si on est un peu concret, après le 13 novembre, quand il est décrété, peut-être pendant un mois, je ne sais même pas si ça a duré aussi longtemps, a entraîné des perquisitions, notamment parfois des gardes à vue dans des conditions qui étaient un peu dérogatoires au droit commun. Bon, mettons que ça ait duré jusqu'à la fin de l'année, depuis, il me semble, on peut parler. Donc je ne crois pas qu'il y ait une hostilité réelle qui soit manifestée. Après, l'état d'urgence, il n'est pas fait pour durer, il faut qu'une société trouve un mode de vie ordinaire. Donc c'est par là que, d'une certaine manière, la modification de la Constitution est utile, parce qu'elle encadrait davantage des procédures exceptionnelles. Mais bon, il ne me semble pas que ces procédures exceptionnelles nous aient beaucoup préoccupés depuis 3 mois. Mais au-delà de ça, ne trouvez-vous pas qu'il y a une certaine mode à travers les médias, surtout dans la contestation et surtout contre le gouvernement actuel? Non. Il y a un pouvoir qui est impopulaire, ce qui entraîne des papiers négatifs. Il y a des gestions chaotiques de certains dossiers de la part du gouvernement. La révision constitutionnelle avec l'échéance de nationalité en a été un exemple. La manière dont a été annoncée puis gérée dans les premiers temps, gérée jusqu'au bout, etc., la réforme du Code du travail, était maladroite, ce qui a suscité aussi des papiers apparemment hostiles. Après, il ne me semble pas, la presse n'a pas aujourd'hui une tonalité extrêmement militante. Il ne me semble pas qu'il y ait eu une hostilité caractérisée de la part des médias vis-à-vis du gouvernement. Vous êtes un peu jeune, mais dans les années, alors on remonte pas très loin, mais les années 2007, l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, pratiquement jusqu'à la fin du quinquennat, mais 2007, 2008, 2009, il y a une hystérie anti-Sarkozy extrêmement importante. Il y a quelquefois presque de l'indifférence par rapport à François Hollande. Je me demande ce qu'il y a. C'était surtout en vue de sa surreprésentation médiatique, ce qui concerne Sarkozy. Son omniprésence assez marquée. Oui, c'est-à-dire, Nicolas Sarkozy, quand il arrive à l'Élysée en 2007, introduit sans doute des éléments assez nouveaux, une grande personnalisation, beaucoup d'agitation. Donc, il suscite, il appelle la critique. Mais en retour, une partie de la presse, m'a-t-il semblé à l'époque, et quand je repense à ça, je retrouve les sentiments que j'avais à ce moment-là, a manqué un peu de distance vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Sous la plume de Jean-François Kahn a été rédigée une pétition en 2008 qui a rencontré assez moyen auprès de la population, voire nulle, mais une pétition en 2008 qui proclamait la République en danger, qui redoutait que la démocratie ne disparaisse. Là, les journalistes étaient devenus un peu corps. Là, il me semble que c'est plus distancié et, au fond, apaisé. Le gouvernement est assez mauvais et évidemment, ça suscite des papiers négatifs. Mais pas de campagne de presse pour dire il est temps que ce quinquennat se termine, pas de campagne de presse pour dire que le président est dangereux, ce qui a existé avec Nicolas Sarkozy. Donc aujourd'hui, la presse me paraît un peu sage, presque molle. Pour en revenir aux attentats, au bout des derniers événements, la sécurité est nettement remise en cause. À ce propos, les médias semblent se tourner de plus en plus vers une information instantanée et sans retenue. Bernard Cazeneuve évoquera même une mise en danger à la suite des événements de Charlie Hebdo. Qu'en pensez-vous?
Oui, peut-être, c'est pas exactement Charlie Hebdo, c'est l'Hypercacher, où il y a eu beaucoup de polémiques, notamment parce que des journalistes ont dit imprudemment, ça c'était pour le coup le magasin en deuxième, que des gens se trouvaient dans une chambre froide. Et comme on sait que les terroristes ont tendance à écouter les médias, notamment BFM TV, c'est BFM TV qui avait dit, donc effectivement il y avait là la diffusion imprudente d'une information. Ces événements-là, pour parler assez simplement, mais franchement, sont des événements auxquels personne n'est habitué, on ne s'y habituera jamais. Ce sont des crises hors normes. Donc il faut à la fois informer, parce que c'est important, dire au moment où cela se passe ce qui se passe. C'est important parce que la confiance dans une société, elle naît de ça. Si on tait une information, si on la retient, si on n'informe pas correctement les gens des crises dont elles se déroulent, alors on laisse la place aux fantasmes, aux rumeurs, et donc on participe à la fabrication d'une angoisse qui peut être à la fois pénible pour ceux qui la ressentent, mais préjudiciable aussi par des formes que l'on ne peut pas déterminer dans la vie sociale. Donc il faut informer. Et en même temps, parfois, c'est vrai, il faut retenir l'information, ne pas donner parfois des noms, ou ne pas raconter complètement des situations, parce qu'il peut y avoir soit la protection d'individus, soit quelquefois la protection de l'action de la police. Par exemple, les policiers belges ont été extrêmement critiques avec une partie de la presse française, donc avec la presse française en fait, quand un vendredi après-midi, cela 15 jours à peu près, je crois que c'est le site Nouvelle Obs qui l'a dit, des journalistes français ont écrit que quelques jours auparavant, dans un appartement bruxellois, des empreintes digitales de Salah Abdeslam avaient été retrouvées, et la police belge a jugé que cette information était préjudiciable à son action parce qu'elle avait localisé dans un autre appartement Abdeslam, et elle redoutait que si l'information se diffusait, il cherche à changer de lieu avant qu'elle n'ait pu l'appréhender. Et donc ce vendredi-là, le Nouvel Obs a diffusé l'information vers 14h. La police belge a mené l'assaut à l'appartement où s'était réfugié Abdeslam à 16h30, ce qu'elle n'envisageait a priori de faire, pour des raisons que je ne connais pas d'ailleurs, que le lendemain matin. Donc elle a dit là que la presse française, parce que la presse belge avait gardé le secret, n'avait pas été responsable. C'est très difficile de savoir dans des crises hors normes, vraiment, comment la presse doit se comporter. Donc je peux comprendre que le ministre de l'Intérieur regrettait certaines choses, mais en même temps, il ne faut pas que le pouvoir attende non plus, parce que ça ne serait pas bien que la presse soit l'auxiliaire en toutes circonstances des pouvoirs publics, même dans des crises aussi dangereuses. La mission d'informer doit aussi être préservée. Il faut trouver des équilibres, il faut agir pour ceux qui relèvent du gouvernement, pour ceux qui relèvent de la presse, avec le sens des responsabilités, mais on ne peut pas demander aux uns et aux autres d'abdiquer de toute volonté d'accomplir la mission de la même dans la société. Mais les pouvoirs publics doivent le faire ce qu'ils ont à faire, et la presse doit le faire. Et selon vous, quels seraient les moyens d'imposer certaines restrictions à cette diffusion rapide et parfois incontrôlée? Je ne sais pas, on peut ensuite rechercher la responsabilité des organes de presse qui diffusent trop rapidement des informations, si on considère qu'elles ont porté préjudice. Et si des actions en justice sont intentées, et si elles aboutissent à des condamnations, ça peut avoir une influence sur la manière de traiter l'information dans les crises suivantes. Mais je n'imagine pas que des lois qui seraient stupides et mal écrites, d'ailleurs personne ne propose de faire, puissent a priori borner le travail de la presse. Je crois que ça n'est pas possible. Il faut en appeler à la responsabilité. Pardonnez-moi, il peut y avoir des moments, mais est-ce qu'on le comprend sur l'instant, je ne sais pas, où une information doit être retenue plutôt que diffusée. Parce que la vie d'autres personnes est en jeu, par exemple. Donc ça, on peut le comprendre. Mais on avance sur les œufs, quand même. Les informations sont faites pour être diffusées. Quand la police donne un assaut quelque part, il faut le dire, voilà, ça peut compliquer le travail des policiers. Oui, mais retenir l'information n'est peut-être pas non plus la bonne chose. Ce sont des choses difficiles. Hein. Même pour un court délai? Non, voilà, parfois peut-être il faut retenir l'information. Mais si la police, par exemple, sur le lieu d'une crise, demande à des journalistes, peut-être en expliquant pourquoi
une information doit être donnée, elle peut imaginer qu'elle trouvera face à elle des interlocuteurs qui comprendront les nécessités qui s'imposent à leur tous. Il faut parler, dialoguer. Je pense qu'avec un peu d'intelligence, on doit arriver à trouver des accords pour gérer les crises et la diffusion de l'information. L'épisode de l'hypercachère a posé un problème. Ça, c'est vrai. On n'a pas noté de tels problèmes dans le traitement de l'information consécutive aux attentats du 13 novembre. Là, chacun a pris tout ce qu'il devait faire. Très bien. On va passer maintenant à un sujet un peu moins glauque, si vous voulez bien. Oui, on va vous proposer un petit jeu. Oui. Donc, nous allons commencer une phrase que vous allez devoir terminer. Par exemple, on va voir si vous suivez. Dauphine, j'aime. Vous êtes censé répondre. Dauphine, j'aime bien. Je ne connais pas du tout, mais j'aime bien. Je ne vois pas pourquoi je n'aimerais pas. Mais après, Dauphine a une bonne image. Donc, vous avez des têtes plutôt sympathiques. La réponse juste était énormément. La réponse juste, j'aime énormément. Je ne savais pas qu'il y avait une réponse juste. Au primaire de la droite, je soutiens. Je ne sais pas s'il y a une réponse juste, mais au primaire de la droite, je soutiens personne. La dernière, on a une préoccupation. Qui se débrouille. On fera avec celui qui désignera. Moi, en tant que journaliste, vraiment, oui, qui se débrouille. C'est pas mon affaire. Vraiment, c'est la bonne réponse? Ça va. Ah, chacun ça. La loi El Khomri. Plutôt pas mal. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Ben, c'est mon avis, c'est-à-dire que c'est une loi dans ces grandes lignes, parce qu'après il y a beaucoup d'éléments dans cette loi, mais c'est une loi qui donne dans certains cas, et notamment quand il y a des blocages, la possibilité aux personnes qui sont dans l'entreprise de s'exprimer par l'intermédiaire du référendum. C'est une loi qui fait en quelque sorte le point moyen de la jurisprudence pour définir ce que doit être un licenciement économique. Et c'est une loi qui, là aussi, s'appuie sur une jurisprudence de 20 ans pour déterminer les indemnités devant les prud'hommes. Alors, moi, je veux bien qu'on dise que c'est une loi scélérate, indigne, qui doit absolument être retirée. Ça me paraît tout de même excessif. Nous avons l'exemple autour de nous, par exemple l'Allemagne, d'un pays qui a dérégulé davantage, bien davantage, que ne le fait la loi El Khomri. L'Allemagne a dérégulé son marché du travail. Alors, la dérégulation du marché du travail, on observe en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, qui existe depuis longtemps aux États-Unis, mais qu'on observe depuis 10 ans en Allemagne, a eu un effet négatif qui n'est pas mince, qui est de créer des causes de pauvreté, parfois de ne pas rémunérer les gens suffisamment pour qu'ils puissent vivre de leur travail, ce qui est un problème, voilà, ça c'est un problème, mais qui a eu aussi pour effet de multiplier les embauches et de créer en Allemagne un climat qui n'est en rien comparable avec celui que nous avons en France. Le niveau de chômage reconnu en Allemagne est de 5%, avec des travailleurs pauvres, encore une fois, c'est un problème, mais ce qui donne à la société un optimisme et un enrichissement, d'ailleurs, puisque l'Allemagne, depuis 2 ans, et disent ses dirigeants pour au moins 3 ans, est à l'équilibre budgétaire. En France, depuis 20 ans, nous refusons ce type de réforme, avec application, conscience et succès. Quand une loi est faite, il y a des grèves qui font retirer la loi. Ça a été le cas en 1995, nous sommes encore dans un schéma similaire ici, et nous avons au moins 3 600 000 chômeurs, c'est-à-dire 10% de la population active, une désespérance totale, des emplois industriels, nous en détruisons avec constance depuis l'année 2000, depuis 2004, notre commerce extérieur est déficitaire, nos déficits ne cessent de s'accroître, nous sommes dans une désespérance et une défiance absolue, au bord, je l'ai dit tout à l'heure, d'une crise qui peut avoir une manifestation politique très singulière. Franchement, quand on voit ce qu'est la loi El Khomri, quand on dit que c'est l'abomination de l'abomination, ça semble qu'on dit quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Vous ne comprenez pas les mouvements étudiants et lycéens? Je le comprends. Après, ils me paraissent largement exagérés par rapport à la réalité.
il me paraît ne pas prendre en compte la réalité telle qu'elle est, mais les mouvements étudiants lycéens ne sont que la réplique des mouvements syndicaux, voire un refus qui est très large dans la société. Parce que, après tout, les organes représentatifs des salariés ou des étudiants expriment aussi quelque chose qui existe dans la société. Il y a en France, à propos de tout, comme sentiment instantané la méfiance, de manière très très importante. Il faut bien savoir dans quel pays on vit. Les sociétés occidentales connaissent l'augmentation du prix des matières premières, elles le signalent, une crise d'organisation de leur système social très grave depuis les années 70. Donc depuis les années 70, les dirigeants politiques des sociétés occidentales sont confrontés à des problèmes très graves. Les 30 glorieuses sont terminées, la période de reconstruction après la guerre et d'enrichissement systématique sont terminées, et donc les gouvernants de tous les pays démocratiques depuis les années 70 gèrent une situation très difficile. Partout, sauf en France. Partout, sauf en France. En Allemagne, en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans tous les pays occidentaux, depuis les années 70, au moins une fois, les dirigeants politiques qui géraient les situations difficiles des pays concernés ont été réélus. Partout, les dirigeants ont été réélus. Le seul pays qui ne le fait pas depuis ces crises des années 70, le seul pays où les sortants sont systématiquement battus, systématiquement, c'est la France. Depuis 1978, où la majorité sortante a été renouvelée, tout le temps, depuis 1978, le pouvoir sortant a été battu. Et la France est le seul pays occidental qui connaît cette situation. Et ça, un jour, ça aura des conséquences importantes. On ne peut pas durablement, donc nous, ça fait 40 ans, fabriquer autant de méfiance sans un jour avoir une surprise électorale. Il faut bien avoir conscience de ça. Et la contestation de la loi El Khomri, elle s'inscrit dans cette méfiance qu'aucun autre pays que la France ne connaît à ce jour. Et donc ce changement de mentalité, les médias ne devraient pas être-ils en première ligne pour le mettre? Changement de mentalité, d'abord je ne sais pas si les médias changent les mentalités. Je pense que, hélas, tant mieux, les médias n'influent pas beaucoup sur les mentalités, mais au moins qu'on ne le croit pas. Ça, on pourrait le détailler. Et puis après, les médias, ils ont aussi un aspect représentatif de la société. Qui fabrique c'est la thématique de l'œuf de la poule. Est-ce que c'est les médias qui fabriquent l'opinion publique ou est-ce que c'est l'opinion publique qui influence les médias? C'était une sacrée question. Comme je me la suis posée, je ne peux pas y répondre, mais c'était une bonne question. On avait compris. On va reprendre le jeu. Oui, on gagne le jeu ou pas? On verra bien. L'affaire Cahuzac, ça va. L'affaire Cahuzac, ça m'a bien plu. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais ça m'a bien plu. Vous en avez pris, je cite, plein la gueule? Oui, j'ai dit ça un jour, parce que c'est vrai que j'en ai vu plein la gueule, mais d'abord, moi j'aime la bataille, donc ça, je m'en fous un peu. Et ensuite, je pense que le combat est bon. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais dit que Jérôme Cahuzac avait ou n'avait pas de consensus parce qu'on en savait rien. J'ai toujours noté que le média qui assurait que Cahuzac avait un consensus, ça n'en apportait pas la preuve. Et que nous étions dans cette figure singulière où, pour faire cesser le désordre créé par l'affirmation du média, en l'occurrence Mediapart en question, des gens disaient qu'il faut que Jérôme Cahuzac apporte la preuve qu'il n'a pas de consensus. J'ai trouvé détestable, mais alors détestable, et ça s'il fallait recommencer demain, je recommencerai, qu'on demande à quelqu'un qui est accusé de prouver son innocence. Ça c'est insupportable. Je ne comprends pas encore aujourd'hui que cette donnée simple ne me soit pas accordée. C'est-à-dire que tout le monde ne soit pas d'accord avec moi. Ce n'était pas à Cahuzac de prouver qu'il n'avait pas de compte en Suisse, c'était à ceux qui l'accusaient d'avoir un compte en Suisse d'apporter la preuve irréfutable qu'il avait un compte en Suisse. Ce que Mediapart n'a jamais fait. Et je trouve extrêmement pénible d'avoir été l'un des rares journalistes à avoir dit ça. Pas le seul, vraiment une équipe. Et d'autre part, très symptomatique de la défiance que j'ai évoquée tout à l'heure, que l'on accorde à Mediapart dans cette histoire, uniquement dans cette histoire, après Mediapart, on
média formidable, pas de reproche particulier à faire à Mediapart en général. Mais dans cette histoire, que l'on trouve que Édouard Plenel était un journaliste formidable, je trouve ça très révélateur du degré de défiance dans lequel cette population vit vis-à-vis de ses responsables politiques. Vous pouvez accuser un responsable politique d'une turpitude majeure, vous êtes certain d'avoir l'opinion publique avec vous. Peu importe que l'accusation soit vraie ou fausse, qu'elle soit prouvée ou pas. On s'en fout, vous le dites, vous avez raison. C'est inouï qu'on en soit. Inouï qu'on en soit. Donc, j'ai ramassé un tombereau de critiques. Je sais, j'ai dit cette expression, j'en ai pris plein la gueule, c'était dans le Télérama. Je suis très surpris et encore fâché, d'une certaine manière, que des journalistes ne soient pas d'accord pour dire que dans une démocratie, ce n'est pas à un accusé de prouver son innocence. Si nous sortons de ce pacte-là, si nous pensons que c'est aux accusés de prouver leur innocence, alors on va dans des systèmes qui sont horribles. C'est les dictatures qui font ça. Les dictatures, voilà. Le Chinois aujourd'hui, M. Xi Jinping, il enferme les journalistes comme ça. Voilà, ils sont coupables de on ne sait pas quoi, mais il les enferme. Il y en a plusieurs qui ont signé une lettre appelant à démissionner, ils sont tous en prison. Voilà. Ça fonctionne comme ça dans les dictatures. Mais dans une démocratie, c'est inacceptable. Il y a tout de même le système américain qui a la présomption d'occupabilité. Ouais, si c'est ça, ils doivent se rhabiller, les Américains, on va pas les copier quand même. Donc, il n'y a pas de présomption d'occupabilité aux États-Unis non plus. Je ne sais pas exactement à quoi vous faites référence, mais le système est accusatoire aux États-Unis. Et vous devez amener des preuves de la culpabilité de celui que vous accusez. Vous ne pouvez pas dire, monsieur, vous êtes coupable de je ne sais quelle turpitude, voilà, si vous ne pouvez pas votre innocence, vous allez en prison. Je dis que vous êtes coupable, quels éléments avec le système judiciaire américain, il est quand même assez raffiné, quels éléments avez-vous pour assurer que je suis coupable? Vous n'en avez pas, donc je ne suis pas coupable. Voilà. C'est un peu comme chez nous, mais à l'envers. Oui, à l'envers, parce que chez nous, le juge d'instruction mène une instruction à charge et à recharge. Alors, aux États-Unis, il attaque. Le juge d'instruction, il attaque. Voilà. C'est un système accusatoire. Mais vous n'accusez, même aux États-Unis, personne sans preuve. Si vous accusez sans preuve, vous allez vous faire croire. Mais en France, Cahuzac, on l'a accusé sans preuve. Et moi, je n'ai jamais dit qu'Cahuzac est innocent. D'ailleurs, ça m'était totalement égal, je ne connaissais pas Cahuzac, généralement. Et moi, je ne sais pas s'il avait un compte en Suisse ou pas. Mais il est inacceptable que des journalistes puissent se dire j'affirme que Jérôme Cahuzac a un compte en Suisse, et croyez-moi, le journalisme d'investigation, je sais ce que c'est. Le journalisme d'affirmation, je ne sais pas ce que c'est. Et je sais que c'est dangereux, le journalisme d'affirmation. Parce qu'on peut recommencer demain, avec n'importe qui. Vous êtes ceci, et si vous ne prouvez pas que vous ne l'êtes pas, eh bien vous l'êtes. Je comprends. Je comprends. Donc je suis très content d'avoir mené ce combat dans l'affaire de Cahuzac. Je sais que je l'ai perdu. Je le sais, je le vois bien. Mais je ne comprends encore pas pourquoi je l'ai perdu. On va changer de sujet. Ouais. On continue le jeu. La candidature de Macron en 2017, je suis. Ni contre ni pour, s'il a envie d'être candidat, ça va aller. C'est intéressant comme jeu. Emmanuel Macron, on voit bien. Il y a un sondage dans Le Monde cet après-midi qui dit qu'Emmanuel Macron est très populaire, surtout à droite. Pour quelqu'un qui serait candidat à la gauche, on voit déjà beaucoup de problèmes. Bon. Ceci dit, il renouvelle quelque chose. Il a une image forte et séduisante auprès de l'opinion publique. On a l'impression, peut-être qu'elle est juste, peut-être pas, parce que pour le coup, on manque de profondeur dans le rapport avec lui, on a l'impression qu'il ferait de la politique différente, qu'il serait, je ne sais pas quoi d'ailleurs, meilleur, plus sincère, je ne sais pas comment il faut caractériser tout ça. Ceci dit, il y a peu d'hypothèses dans lesquelles on verrait Macron candidat en 2017, parce que s'il l'était, ce serait sans doute une aventure personnelle. Je vois mal, étant donné ce qu'il est aujourd'hui, le Parti Socialiste l'investir par exemple pour 2017. Donc Macron candidat en 2017, je pourrais répondre pour jouer complètement le jeu dans le La légalisation du cannabis, je suis pour. Franchement, merci. Merci. Je ne sais pas qui a applaudi, mais enfin bon. On voit un certain entrain pour la question. Comment? On voit un certain entrain pour la question.
Ah oui, absolument, oui, je suis à fond. Pour moi, je n'ai jamais fumé. Je n'ai même pas, j'ai jamais fumé. Mais, je constate que la prohibition, puisque c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, c'est interdit de fumer. On dit qu'il y a 4 millions de Français qui fument. Tout le monde le sait. Donc, à quoi ça sert d'interdire un produit qui est déjà consommé en masse? C'est assez hypocrite de l'interdire, puisqu'il est consommé de manière significative, mais puisque sa commercialisation est interdite, ça suscite un trafic. Donc, si ça suscite un trafic, ça crée des brigands, pour employer le terme de archaïque, et de l'argent noir, du trafic, de la violence et des meurtres. Comme en plus le produit est consommé, il y a des dégâts de santé publique sur lesquels les pouvoirs publics n'émettent aucun message de prévention. Puisque la consommation du cannabis est interdite, les pouvoirs publics ne peuvent pas alerter les gens qui consomment du cannabis sur les risques qu'ils encourent. Donc pour toutes ces raisons, l'hypocrisie, le trafic que ça suscite et les problèmes de santé publique que ça pose, je suis convaincu, mais alors là, archi convaincu, qu'il vaut mieux légaliser le cannabis, rechercher des effets positifs qui sont de nature, vous tuez le trafic, vous tuez le trafic. Quand on parle des problèmes de cités qui sont livrés à l'islamisme radical aujourd'hui, vous enlevez dans ces cités le trafic du shit et vous tuez toute l'architecture mortifiée de ces cités. Donc c'est un bénéfice considérable. Les quartiers nord de Marseille où il se tue à peu près une personne tous les 3 jours, vous les pacifiez d'un coup de baguette magique. L'argent noir, vous le faites venir à la surface. Vous pouvez imposer cet argent. L'État peut gagner des impôts avec ça. C'est formidable. Il faut que l'État cultive le cannabis. Et il faut que l'État commercialise le cannabis. Parce qu'aujourd'hui, à la vente, il y a souvent la cochonnerie. Je n'en parle par expérience, de la cochonnerie, bien sûr, merci. Ce qui pose beaucoup de problèmes de santé publique. Et donc l'État, de ce point de vue, répondrait à ce problème spécifique de santé publique et pourrait émettre des messages en direction des populations les plus concernées, notamment les jeunes, ceux qui n'ont pas fumé, pour décrire les dégâts potentiels du cannabis. Donc il y aurait beaucoup d'avantages, il y aurait des inconvénients, parce que dans toute décision il y a des inconvénients, qui seraient effectivement de fragiliser peut-être certaines populations qui fumeraient plus que de raison, voilà, c'est comme l'alcool, pas plus, pas moins, comme l'alcool, mais les avantages de la légalisation du cannabis seraient infiniment supérieurs à la poursuite de la situation actuelle, qui est hypocrite, dangereuse et meurtrière. Je ne sais pas s'il y a de ce point de vue un débat aussi simple. Et faites le tour de tous les candidats à l'élection présidentielle, il n'y en a pas un qui sera pour la légalisation du cannabis. Là, il n'y en a pas un. Si, peut-être Cécile Dufaux, c'est le candidat. Parce qu'elle l'a dit. Enfin, tous les autres, c'est aux abris, s'il vous plaît. Non, mais c'est d'une bêtise absolue. C'est une forme de débat interdit. Et la prohibition du cannabis entraîne aujourd'hui des problèmes extrêmement importants pour la société française. Donc vraiment, je ne dis pas qu'il faut fumer. Hein. C'est pas ce que je dis. Ça, chacun est confronté avec son libre arbitre à la question. Mais légaliser, alors là, ça, j'en suis absolument convaincu. On continue le jeu. Oui. Au fait de Bayonne, j'ai beaucoup. Bon, j'ai beaucoup lu. C'était la bonne réponse. Oui, c'est ce que j'imagine. On va changer de sujet. Vous jouez dans le jeu? Non. Ah, le jeu est gagné. J'ai gagné? J'ai gagné? Vous faites partie de ces journalistes multimédia, aussi appelés cumulards, très présents sur les plateaux et dans la presse écrite. Beaucoup de détracteurs vous accusent de confisquer le débat démocratique et de propager la pensée unique. Qu'avez-vous à leur répondre? Si personne ne tweet ça, que c'est des cons, d'abord, vous pouvez en parler à l'imparfait, parce que j'ai eu comme ça, j'ai eu une activité multicarte établie, donc j'ai pendant 9 ans cumulé, et c'était une aventure formidable. Un poste de chroniqueur au Grand Journal, tous les jours pendant 9 ans, vraiment
un truc formidable avec des gens super intelligents, super marrants, vraiment. Qu'est-ce que c'était bien. Et puis être intervieweur à RTL, voilà, c'était ce cumul-là, mais c'est pas plus sombre. Hein. J'ai pas monopolisé, je sais pas comment vous le disiez, mais Au-delà de vous, c'est assez stupide, mais après les cumuls-là, on peut pas comparer. les Jean-Christophe Jardier, Éric Zemmour, d'autres personnes comme ça. Oui. Je vois pas où est le problème. C'est-à-dire, c'est une activité professionnelle, des gens vous demandent un papier, d'aller devant la caméra, vous dites non, oui, je vois pas où est le problème. Je comprends pas bien. Vous voyez, vous citez deux journalistes, Éric Zemmour et Christophe Barbier. Bon, ben, on ne va pas dire que ce soit tout à fait les deux les mêmes. Donc, la diversité du débat d'idées est garantie. Voilà. Donc, le fait que certains journalistes monopolisent presque la pensée médiatique, la pensée dans les médias, oui. Et personne ne monopolise la pensée. Excusez-moi, c'est pas parce que je faisais une interview à RTL le matin, que j'étais chroniqueur au Grand Journal du Soir, que j'ai monopolisé cette chose. Je monopolisé. Le débat, il s'est passé, il se passe sans moi, il s'est passé avec moi. On ne monopolise rien, on n'influence rien, je ne comprends pas où est quel effet ça. Une opinion publique, elle se fabrique de mille façons, et c'est pas parce qu'un journaliste fait une télé en matin, une radio le soir, ou l'inverse, qu'il pèse sur la fabrication de cette pensée. Donc après, on prend une loi pour dire qu'un journaliste, il travaillera dans un seul média, si vous voulez. Je vois pas bien ce que ça apportera à la société. Je ne vois pas bien. Après, si... Non, enfin, je vais dire... Allez. Vous êtes un chroniqueur politique, et pourtant vous dites voter blanc depuis 1988, mis à part le traité de Maastricht. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé ce travail de journaliste politique, je me suis dit tout de suite, quand je suis entré à l'école de journalisme de Bordeaux, donc c'était en septembre 1986, remonte, je me suis dit que je voulais faire du journalisme politique et qu'il fallait qu'en toutes circonstances, donc à l'époque je ne savais pas quelles seraient ces circonstances, je sois libre de toute attache matérielle, amicale, psychologique, par rapport aux personnes que je vois en face de moi. Donc très tôt je me suis dit que nouer des amitiés dans le monde politique, il ne fallait pas. Voilà, ça a été une ligne conduite. Être indépendant de responsable politique financièrement, ça va de soi. Été confronté à aucune tentation, mais je n'ai pas eu besoin de beaucoup me prémunir contre cela. Mais la liberté psychologique, c'est le vote. C'est-à-dire ne pas choisir dans les urnes X ou Y pour ne pas avoir le risque d'être face à quelqu'un pour qui j'aurais voté ou contre qui j'aurais voté. Pour moi, ça a tout le temps été très clair que faire du journalisme politique, ça va avec une indépendance d'esprit qui doit être la plus importante possible. Le vote blanc, c'est la manifestation de cette recherche-là. Je ne vote pour personne, et je ne vote contre personne. Et ça, tant que je ferai ce métier, je le tiendrai. Au-delà d'être journaliste, vous êtes aussi citoyen français. Bien sûr. Et ne pensez-vous pas que le fait de voter blanc peut favoriser la montée des partis extrêmes? Si tout le monde votait blanc, peut-être il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne demande pas aux autres de voter blanc, ni même aux autres journalistes. Ni même aux autres journalistes politiques. C'est une attitude personnelle. Moi, si François Hollande est en face de moi, ou si Nicolas Sarkozy est en face de moi, ou si Marine Le Pen est en face de moi, mais moi, dans ma tête, je n'ai pas voté pour, je n'ai pas voté contre. Dans ma tête, je suis libre. Ça n'engage que moi, et je ne pense pas que ça met en péril la démocratie de quelque manière que ce soit. Mais moi, dans ma vie, je tiens à cette attitude. Je n'envisage pas, non. Les temps futurs vont changer. On va maintenant parler des primaires de droite. Les primaires de la droite sont en plein dans l'actualité. Les candidatures s'enchaînent à l'image de Geoffroy Didier, 10e prétendant depuis ce matin à l'investiture de la droite et du centre. Ne pensez-vous pas que les Républicains risquent une dissension importante au sein de leur parti?
Donc d'abord, il y a des règles pour qu'ils soient vraiment candidats. Je pense que les députés n'ont aucune chance d'être candidats au primaire, parce qu'il faut 20 parlementaires, il faut un certain nombre de militants. Donc il est candidat à la candidature, c'est-à-dire il est candidat à être invité dans les médias. Voilà. Il a été invité d'RTL ce matin, c'est pour ça qu'il est candidat à la présidence de la République. C'est pour aller sur RTL un matin, pour aller avec plaisir. Voilà, après, qu'est-ce que vous voulez, Jean-Frédéric Poisson, il sera candidat, parce que lui, peut-être, va être parlementaire. Mais on sait Jean-Frédéric Poisson? Il faut dire la vérité, quoi. Vous voyez, moi, je devrais connaître mieux que vous, je ne connais pas non plus. Tout ça pour dire que, bon, je sais pas, même Nathalie Kosciusko-Morizet est candidate, on n'est même pas sûr d'ailleurs qu'elle aura un nombre de parlementaires suffisant. Henri Guénon, s'il va être candidat, voilà. Ça n'a aucune importance. Une primaire, c'est un exercice démocratique. Quand une famille politique n'a pas de leader naturel, une primaire, ça permet d'en distinguer un. Alors, comme tout le temps, il y a un inconvénient, c'est qu'il va y avoir de la bataille, on peut s'engueuler, ça va un peu frotter à certains moments, mais globalement, il n'y a pas de dégâts majeurs. Globalement, il y aura un exercice démocratique, 3 ou 4 millions de citoyens français qui se sentent concernés par ces primaires vont aller voter, qui choisiront entre Juppé, Sarkozy, Le Maire, Fillon, le reste ça ne compte pas trop, ils choisiront l'un des 4, leur candidat, et celui qui sortira de cet exercice en sortira avec une certaine légitimité. Et donc l'exercice sera plutôt positif que négatif, au total. Donc voilà, il y a un peu de friture comme ça, mais pas beaucoup, par rapport aux bénéfices que ce parti peut attendre. Il faut souvent raisonner comme ça. Dans la vie en général, mais dans la politique en particulier. Chaque acte a des inconvénients. Mais il n'a pas que des inconvénients, il a aussi des avantages. Et c'est comme ça qu'on pèse les choses. Voilà. Dans d'autres domaines, évidemment, c'est aussi ce type de raisonnement qu'il faut privilégier. Mais si on se focalise sur les risques, les désavantages, alors on est dans l'immobilisme le plus total. Et à mon avis, c'est une erreur de la pensée que de rentrer dans les raisonnements de cette manière. Donc il y aura, aujourd'hui il y a beaucoup de candidats aux primaires, c'est folklorique et ça n'a aucune importance. La droite, c'est folklorique et ça n'a aucune importance. Parlons maintenant de la gauche. Vous avez déclaré en février 2009, j'ai été de gauche, mais je n'ai jamais été de droite. Ouais. En effet, vous avez longtemps été au PS, mais vous l'avez abandonné. Longtemps. 4 ans. Par conséquent, le PS, c'est comme le rap, c'était mieux avant. C'est comme quoi le rap. Le rap. Alors, rap, c'est mieux. Oui, c'était mieux avant qu'aujourd'hui. C'est ce que les amateurs disent. C'est ce qu'on dit. Oui. Je sais que ça existe, mais j'ai pas une opinion sur avant. Oui, et le PS. Vous avez raison de recentrer les débats. Non, mais moi, si vous voulez, en février 1982, j'ai fait 3 choses. Je me suis inscrit à la faculté de Pau pour passer l'équivalent du baccalauréat. Donc j'avais 24 ans. Je me suis inscrit à la piscine municipale de Pau pour apprendre à nager. Et je me suis inscrit au Parti Socialiste à Pau pour apprendre à vivre. Voilà. J'ai compris un peu après, un peu tout ça d'ailleurs, parce que au fond, si j'avais fait une psychanalyse, je pense que ce mois de février 82 était au moins assez important dans ma vie, pour avoir fait ces actes-là assez significatifs au même moment. Mais j'ai compris après que ce qui m'attirait dans l'inscription au Parti Socialiste, ça n'était pas de militer, mais c'était de me frotter à la politique, d'apprendre ce qu'était la politique, d'apprendre à parler de la politique, et d'apprendre à débattre avec d'autres personnes à propos des problèmes politiques. Dans ma vie précédente, avant ce mois de février 82, j'avais quitté l'école à peu près 10 ans avant, et dans cet intervalle de 10 ans où j'ai un peu travaillé comme garçon de café, marchand de voiture, j'ai aussi beaucoup lu. J'ai lu tout, n'importe quoi, tout seul, dans le désordre. C'était un peu un gros bazar dans ma tête et dans ma vie aussi d'ailleurs. Parce qu'à l'époque, je ne fumais pas, mais je voulais quand même tout ça. Et de Bayeux. Oui, pas qu'en fait de Bayeux. Et du coup, il y avait un gros désordre dans ma tête, et m'être inscrit au Parti Socialiste, ça m'a permis de mettre de l'ordre. Mais j'ai compris aussi que je n'avais pas l'âme militante. Donc je me sentais à l'époque de gauche. C'est pour ça que je dis j'ai été de gauche. Je ne me suis jamais senti de droite. C'est pour ça que je dis que j'ai jamais été de droite. Mais assez vite, j'ai compris que je n'étais ni de droite. Que dans ma tête et dans ma vie, je ne me définissais pas comme ni de droite ni de gauche, mais intéressé par la politique,
parce qu'elle raconte une société, elle raconte la culture d'une société, elle écrit l'histoire d'une société. Donc je trouve que la politique est passionnante, mais j'ai compris très tôt que si la politique m'intéressait, c'était non pas pour en faire, pour être des acteurs de la politique, mais pour en être des observateurs. J'ai compris ça très tôt, il m'a fallu ce passage pour le Parti Socialiste bénéfique, utile, j'ai rencontré des gens sympathiques d'ailleurs au passage, pour comprendre ça de moi-même. Cette semaine a commencé avec une polémique sur le passage de l'égalité à l'équité du temps de parole dans les débats pour les élections présidentielles. En tant qu'intervieweur politique, qu'en pensez-vous? Alors je pense que c'est une très bonne mesure de réduire la période obligatoire d'égalité à 15 jours. Ah ça je pense que... Ça aussi c'est pareil. Parfois on a l'impression que les gens parlent sans réfléchir. Jusqu'à présent, on faisait peser aux médias l'obligation, pendant un temps long, peut-être jusqu'à 5 semaines, de donner un temps de parole équivalent ou égalitaire à tous les candidats, quels qu'ils soient. Et on disait, ça c'est la démocratie. Et ce que l'on appelle les petits candidats, qui se plaignent aujourd'hui de cette réduction du temps d'égalité, crient au scandale. Mais de quoi parle-t-on? Si vous prenez comme référence, parce que c'est la pire situation que nous ayons connue, l'élection présidentielle de 2002, il y a 16 candidats en 2002. 16 personnes qui obtiennent 500 parrainages d'élu. 16 candidats pour aller à l'Élysée. Franchement, d'entrée, on sait bien qu'il n'y en a pas 16 de sérieux. Mais il y a 16 candidats. Parmi ces 16 candidats, vous avez quoi? Vous avez 2 écologistes, 2 droits de gauche, 2 centristes, peut-être de droite ou de gauche, 2 d'extrême droite, Maigret Le Pen, 3 trotskistes, uniques au monde. Dans aucune élection au monde, vous avez 3 trotskistes. 3. Les trotskistes ne sont même pas capables de s'entendre entre eux pour désigner un candidat. Donc ils en présentent 3 et ils disent aux médias, maintenant, démerdez-vous, vous donnerez à chacun des 3 un temps de parole équivalent. Mais c'est stupide. On demande aux médias de réguler, pendant la campagne présidentielle, de réguler le désordre absolu de la sphère politique. Mais qui se débrouille? S'il y a 12 candidats trotskistes, eh bien, qui se débrouille? C'est leur problème. Ce n'est pas le problème des médias. Du coup, les médias, avec des lois stupides, doivent donner le même temps de parole à chacun des candidats trotskistes. C'est de la dinguerie. Donc, toute loi qui réduit au maximum le temps d'égalité de droit de parole est une loi qui, en fait, oblige les courants politiques à traiter le problème chez eux. Plutôt que chaque fraction présente un candidat, eh bien, une famille politique présentera un candidat. Et c'est très bien comme ça. On est quand même quelquefois dans des débats d'une stupidité absolue. Vraiment, 2002, 16 candidats, c'est une cacophonie. Les gens ne retiennent plus rien. C'est une division des voix. C'est du coup une photographie imparfaite de la politique. C'est des dérèglements en chaîne. Donc il faut lutter contre ça et réduire le temps obligatoire d'égalité durant la campagne présidentielle. C'est une excellente idée. Moi, personnellement, si j'étais dirigeant, je ne suis pas personnellement, mais personnellement, je réduirais le temps d'égalité de parole entre les candidats à l'élection présidentielle à rien. Rien du tout, pas une seconde. Qu'on laisse les médias organiser le débat. Voilà. Un média qui ne sera pas honnête, qui sera malhonnête dans l'expression de la parole, il sera sanctionné par ses lecteurs, par ses auditeurs ou par ses téléspectateurs. Voilà. Laissons-nous faire, on ferait très bien. Bon, on va faire une loi, 15 jours, mettons que ce soit le minimum, très bien. Bravo. 3 candidats trotskistes. On rêve. On rêve. Vous ne trouvez pas que ça contrevient au caractère essentiel de l'égalité devant le suffrage? Je crois. Oui, je pense. C'était une question rhétorique. C'était une question Rhétorique. Nous allons vous proposer... Et donc, nous construirons des accords de rôle. Nous allons vous proposer un second jeu. J'ai bien fait. Nous proposons 2 solutions. Et le plus spontanément possible, vous devez choisir. Ah, oui, spontanément. Votre manifeste me touche. Allez-y. Par exemple, pour 2017, Hollande ou Macron? J'ai répondu. Grand journal ou Romain? Je vois bien, là, vous
Et Europe 1, c'est actuel. Europe 1. Mais les grands journaux, j'ai adoré. Je vois pas bien le... Vous deviez choisir entre exercer votre profession dans l'un des deux, laquelle ce serait? Dans le B2. Oui, mais le grand journal, c'est terminé. Donc, oui, si vous m'auriez dit des trucs... Votre préféré? Ah, préféré, mais... Non, pas préféré. Non, je ne peux pas répondre. J'ai adoré le grand journal. Mais là, ce que je fais à Europe est très marrant, donc... je ne vais pas le préférer, mais voilà, c'est deux choses. Vous êtes passé à côté de la question. Sciences Po ou Dauphine? Sciences Po. Je suis C'est désolé. une mauvaise réponse, quoi. Comment? Ouais, Oui, et en fait, Sciences Po, parce que je ne suis pas du tout. J'ai pas fait d'études, j'ai pas suivi un parcours tout à fait normal dans les études. Alors, je me dis, tiens, si, parce que Sciences Po, après, pour moi, c'est inaccessible, c'est trop vieux. Quand vous avez le bac à 24 ans, on peut dépasser Sciences Po en disant que j'arrive. Moi, je veux faire Sciences Po. Bon, c'est pour ça que je vais Sciences Po. Français ou basque? Oh, français, quand même, ouais. Parce que si je retourne basque, le français, j'aime beaucoup le Pays basque, évidemment, la culture basque, je l'ai vécu à partir de la France. En tant que... c'est fini? Le jeu, oui. J'ai gagné, la fiction. Encore une fois. Je suis vachement. Une dernière question avant les questions publiques. En tant que membre d'une association qui essaie de faire votre métier, c'est-à-dire interviewer des politiques, quelle est votre astuce pour les faire sortir de leur discours préparé qui les caractérise si souvent? D'abord, est-ce qu'il est nécessaire de faire sortir quelqu'un d'un discours préparé? Moi, je pense que c'est une manière inappropriée de poser le problème. Quand vous êtes journaliste, j'ai fait pas mal d'interviews, quand vous êtes journaliste, qu'est-ce qui compte? C'est qu'on répond à votre question. Donc, si le discours préparé est une réponse à votre question, dis-moi, vous en foutez. Si le discours préparé est une non-réponse à votre question, alors, pour le faire sortir de sa réponse préparée, il faut reposer la question. Voilà, il faut reposer la question, la reformuler, y revenir, ne pas s'entêter non plus, parce que ce qui est important, c'est de faire comprendre aux gens qui vous écoutent et qui vous regardent que la personne à qui vous posez la question ne veut pas y répondre. Et comme on est dans une démocratie, quelqu'un qui ne veut pas répondre à une question a le droit de répondre à une question. Mais il faut qu'il assume cette posture-là. Et pour que les choses soient claires, il faut que celui qui écoute ou qui regarde comprenne qu'il ne veuille pas répondre à la question. Donc le rôle du journaliste, c'est ça. Mais quelqu'un qui prépare une question, votre sous-entendu, si c'est celui-là, il faut juste l'exposer argument, c'est quelqu'un qui, avec un communicant, réfléchit à l'interview qu'il va faire. Il est de bon ton dans la presse de dire que la communication prend trop d'importance, c'est attaqué, patata. C'est stupide. Vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un qui vient, responsable politique, qui vient répondre à des questions dans des médias qui en plus ont de l'audience. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il vienne les mains dans les poches sans avoir essayé d'anticiper les questions qui lui seront posées et donc d'avoir essayé d'anticiper les réponses qu'il va formuler. Si le type il a deux sous de conscience professionnelle, évidemment il va se préparer à l'exercice. Et il va se préparer à l'exercice avec des gens dont c'est le métier, c'est-à-dire des communicants. Et c'est assez normal que les choses se passent comme ça. Et c'est assez vieux. Et c'est assez vieux. Vous savez, César voulait... c'était un guerrier, César. Mais il savait aussi que la guerre, il ne fallait pas la faire tout le temps. Et que si on pouvait économiser les guerriers, c'était plus intelligent que de les utiliser n'importe comment. Et donc César, il avait tout un tas d'astuces pour essayer d'éviter les guerres, et notamment cette astuce de communication. Ce mot qui s'est répandu à son époque, parce qu'il ne faut pas croire que la communication, ça a commencé avec nous, ce mot qui s'est répandu vient d'Invich, c'est-à-dire je vois, je viens, je vois, je vends. Et je vins, oui, donc je gagne. Et donc avec cette formule-là, César a semé l'effroi auprès des barbares qui environnaient l'Empire romain. Quand on allait attaquer l'Empire romain, on y réfléchissait à deux fois, parce qu'on savait que César, la guerre, n'était pas grand-chose. Et César, il a entretenu cette idée que c'était un grand guerrier. Ça s'appelle de la communication. Quand Napoléon, il fait peindre le tableau de David de Napoléon en Pont d'Arcole, la seule chose que cherche Napoléon, c'est pas un joli tableau.
C'est quelque chose qui impressionne les gens. Voilà un guerrier. Voilà quelqu'un qu'il ne faut pas aller chatouiller sa maison. On ne va pas déclarer la guerre à Napoléon sans avoir une bonne raison de le faire, parce qu'en retour, on risque de prendre une attaque. La communication est aussi vieille que le monde. Et donc, reprocher aujourd'hui aux hommes politiques de prévoir et d'organiser leur communication, c'est assez idiot. Parce qu'il n'y a pas d'action publique sans communication. Ça n'existe pas. Alors, il appartient aux journalistes de savoir distinguer ce qui, dans la communication, est un moyen de cacher l'information. Ça, oui, c'est ça qu'il ne faut pas accepter. Mais pas la communication en tant que telle, ça c'est idiot. Les médias ont une stratégie de communication. Allez interroger les médias, qu'est-ce que c'est difficile sur leur vie interne, leur réalité, leurs débats, leurs conflits, leurs problèmes. Demandez à des dirigeants des médias, vous verrez la langue de bois qu'ils ont quand ils parlent eux-mêmes. Donc c'est naturel par rapport aux choses politiques. Ça participe de la méfiance qu'on a vis-à-vis des hommes politiques. Les hommes politiques, on les voudrait à genoux et repentants en permanence. C'est ça qui est l'enjeu. C'est ça qui est l'enjeu qui va nous amener le jour à l'accident historique. On a une mentalité qui, de ce point de vue, est vraiment très mauvaise. On va maintenant passer aux questions du public. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des lecteurs de Mediapart? Bonsoir, Monsieur Petit. Je parlais des médias, de liens entre médias et journalistes. Enfin, vous n'avez pas seulement répondu à ma question. En fait, au début du mois de mars, il y a Albert Ventura et Laurent Bazin qui ont sorti un livre, Le Bal des Désingueurs, où en fait, il publie beaucoup de off politiques. Ils disent qu'il ne peut pas y avoir d'amitié entre politique et journaliste, vous pouvez le confirmer. Mais je voulais savoir ce qu'a été votre point de vue sur la démarche de publier les off. Il disait que les DG politiques étaient faits pour ça, en fait, et que c'était les politiques qui venaient chercher. Qu'est-ce que vous pensez est-ce que toute cette anecdotique et un peu people, des cercles politiques, est-ce que c'est le rôle du journaliste de publier ça ou pas aussi? Alors, c'est vrai que il faut faire la pédagogie de ce qu'est le journalisme politique. Moi, je pense que la position de départ, c'est une position de distance vis-à-vis des responsables politiques. C'est-à-dire de faire comprendre en permanence, que ce soit vraiment acquis dans la tête de chacun, de faire comprendre aux responsables politiques qu'en tant que journaliste politique, on ne mène aucun combat personnel. Que la démarche du journaliste politique n'est attachée au succès d'aucune personnalité politique. Quand cette position d'indépendance est acquise, ensuite, il faut essayer de décortiquer la relation qui unit les responsables politiques et les journalistes politiques. Il y a une part de cette action qui est publique, c'est-à-dire quand on interroge quelqu'un, quand on écrit sur quelqu'un. Mais il y a une part de cette activité qui n'est pas publique. Il y a des rencontres informelles, nécessaires, indispensables, entre les hommes politiques et les journalistes. Il faut parfois voir des hommes politiques pour humer l'air du temps, pour chercher vaguement des informations, des pistes, savoir ce qu'ils ont dans la tête. Et donc c'est l'objet de déjeuners, c'est l'objet de rencontres, de conversations téléphoniques, mais qui n'ont pas vocation à être publiques. Il y a une part intime du travail qui n'a pas à être dévoilée. Elle n'a pas à être dévoilée parce que cette part intime du travail permet à un moment de passer à la part publique du travail. Comment est-ce que moi je peux écrire un papier si, avant d'écrire ce papier, je ne discute pas avec les responsables politiques? Et je ne peux pas citer dans ce papier tout ce que m'ont dit les responsables politiques. Je ne peux pas le citer pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas intéressantes. Ensuite, parce qu'il y a des choses qu'on peut confier sans avoir envie d'être citées. Je pourrais préciser d'ailleurs cet aspect-là. Et puis parce que on peut m'avoir, comment dirais-je, raconté des choses fausses ou avoir tenté de manipuler. Et tout ça n'a pas à figurer dans un papier parce que ça n'a pas d'intérêt informatif pour le lecteur. Donc il y a une part de off qui est importante. Moi j'ai suivi Matignon, j'ai travaillé au Monde avec Émile Plenel en 1998 et 1999, je suivais Jospin à Matignon. J'avais tous les jours, c'était du non-dit, mais c'était
institutionnalisé d'une certaine manière. Parce que Jospin, Premier ministre, Jospin était très attentif au Monde. C'était le média qui lui paraissait, pour sa communication et pour son image, le journal le plus important. Et moi, accrédité au Monde, du coup, je devenais un journaliste super. J'avais tous les matins au téléphone un de ces ministres. Je n'ai jamais douté qu'il était là en service commandé pour Jospin. Et il me racontait des trucs. Il me disait, il répondait à mes questions, il me racontait des trucs. Pratiquement tous les matins, j'avais au téléphone. Dans ce qu'il me racontait, il y avait une part de vrai, une part de faux. Des fois, il y avait des trucs, c'était bidon. Et puis, des fois, il y avait des trucs, ça allait dans la tête. Et c'était à moi, après, à me débrouiller pour distinguer le vrai du faux. Mais tout ça, vous ne le racontez pas. Mais tout ça, ça fait partie de la tambouille. Moi, mon souci, c'était d'être honnête vis-à-vis des lecteurs du Monde, c'est-à-dire de leur raconter des choses d'une part vraies, et puis d'autre part, qui pouvaient avoir un intérêt. Parce que dans ce dialogue quotidien, il y avait aussi des choses qui n'avaient aucun intérêt. Donc le off a une légitimité dans le travail. On ne peut pas faire du off, du journalisme, sans faire du off. Et après, craquer le off. Alors ça j'avoue que les bras m'en tombent un peu, parce que craquer le off, c'est pas professionnel. Hein. Et puis ce que vous craquez du off, c'est toujours des trucs médiocres, d'une certaine façon. Ma chaîne a traité ma chaîne de couillon. On va avec couillon. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est un peu naze. J'ai bien compris la question. Il manque quelque chose? Non, parce que justement, ça pouvait parfois, on sait qu'il y a une défiance par rapport aux politiques, et c'est un peu anti-tout. Parfois, par exemple, là, il y a des offres sur Nicolas Sarkozy, ou sur Roselyne Bachelot, et c'est vraiment. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière le débat autour du off? On en revient, moi j'en reviens toujours à ça. Il y a le débat sur la méfiance. Les hommes politiques, où est-ce qu'ils sont sincères? C'est dans le off. Si les journalistes ne racontent pas le off, c'est que précisément ils sont de mèche avec les hommes politiques. Et donc en fait les journalistes ne nous informent pas, ils nous désinforment. C'est ça le fantasme qu'il y a derrière. Rien n'est plus faux que ça. Rien n'est plus faux que ça. Mon souci à moi, mais le souci de tous les journalistes politiques que je connais, c'est pas de faire la carrière de Sarkozy, Hollande, Montebourg, Macron, Duflot, Marine Le Pen. Mais moi je m'en fous complètement. Et la quasi-totalité, j'imagine, des journalistes politiques, c'est la même chose. Moi, mon souci, c'est d'informer, de participer à des débats qui sont les débats de la société. C'est pas de favoriser la carrière de tel ou tel. Mais ça, je pense que beaucoup de gens pensent que ce que je dis là n'est pas sincère. Et que donc, j'ai des vraies informations que je ne diffuse pas. Mais lesquelles? Moi, je n'ai jamais été dépositaire d'un secret d'État que j'ai gardé pour moi et que je n'aurais pas dit aux gens qui soit lisent, écoutent ou regardent. Jamais, jamais, jamais. Mais ça, je pense que peu de gens le croient. Tout le monde pense que la malhonnêteté et la dissimulation sont à l'articulation des journalistes politiques et des responsables politiques, ce qui vraiment ne me paraît pas être la réalité. Oui. Bonsoir, monsieur Apathy. Bonsoir. Oh, c'est présomptueux, jeune homme. Allons-y. Alors, la question est, quel regard portez-vous sur Bolloré à la tête de Canal+? C'est un peu au piège, allez-y. Sachant que c'est un produit que vous avez mis à la porte du grand journal. Est-ce qu'il m'a mis à la porte du grand journal, lui? Ah non, pas du tout. Non. Ah non. Alors, j'ai vu Vincent Bolloré, je l'avais vu il y a des années avant, quand il dirigeait les 8 premières versions, parce que peut-être on aurait pu faire une émission ensemble, on l'a fait. Et puis je l'ai vu en novembre dernier, par hasard, dans une manifestation publique, comme ça. Et donc j'ai été salué, comme ça. Et il m'a dit, donc, je vais répondre à votre question, mais je vais l'expliciter un peu. Et il m'a dit, moi je suis pour rien dans le départ du grand journal. Et je lui ai dit, oui, je le sais, je vois pourquoi. Et il m'a dit, Vincent Bolloré m'a dit, revenez quand vous voulez. Et je lui ai dit, ça me tient qu'à vous. Bon, j'attends encore. Témoin de novembre, à mon avis, je vais attendre un témoin. Non, en fait, le grand journal, les personnes
personnes qui m'ont embauché au Grand Journal, c'était en juin 2006. C'était le producteur du Grand Journal, Renaud Leventine, le rédacteur en chef du Grand Journal, un type formidable, Laurent Bon, qui fait aujourd'hui le Petit Journal et le Supplément. Formidable, Leventine aussi, grosse pointure, et Denis. Formidable. C'est eux qui m'ont embauché. Et puis, j'ai passé 9 ans. J'aurais jamais imaginé en 2006 que je passerais autant de temps. Quand Denisot est parti, donc il part en 2012, je pense, 2013, 2012, je crois, peut-être 2013. 2013. J'ai dit au producteur Leventine, je m'en vais aussi, parce que voilà, j'ai fait 7 ans, je vais partir moi aussi. Et le producteur m'a demandé de rester. Et donc j'ai fait 2 ans avec Decaune. J'ai beaucoup aimé travailler avec Decaune, mais moi je pensais que mon histoire était un peu finie avec Denis. Bon, je suis resté 2 ans de plus, et au début de la deuxième saison, c'est-à-dire au début de la saison 2014-2015, Leventine et moi, on s'est accordé pour dire que c'était la dernière saison, et que eux feraient autre chose sans moi, et que moi je ferais autre chose sans eux. Voilà. Donc c'était bien antérieur au rachat de Bolloré. Voilà. L'arrivée de Bolloré n'a aucun rapport avec le fait que je n'ai plus participé ensuite au Grand Journal, c'était déterminé avant, et Bolloré au Grand Journal, ce que j'ai constaté, je l'ai écrit, j'ai un blog sur la politique, j'ai fait un papier au mois de juillet dernier sur le papier un peu testimonial, je vais donner comme ça en tout cas sur le Grand Journal, que moi j'ai connu. Bolloré achète le Canal, et il achète le Canal en ayant le sentiment que les gens qui font Canal sont un peu épuisés, que lui il va tout refaire. Et il casse un peu tout. Sans doute il faut changer des choses à Canal+, mais il déséquilibre beaucoup de choses. Donc il déséquilibre la présentation au Grand Journal, la présentation au Supplément, la présentation au Tube, la présentation le midi, il change tout, et du coup, au bout de quelques semaines de reprise après la rentrée, le constat qui me paraît objectif, c'est que tout est en baisse. Et quand tout est en baisse, c'est quand même pas très bon. C'est que les décisions prises n'ont pas été excellentes. Et je pense qu'à partir de là, Bolloré s'est dit, donc il a fusillé les Guignols aussi au passage, il faut que je reconstruise Canal. Sans doute Canal était vieillissant, sans doute il faut le refaire, sans doute il aurait fallu le faire avec plus de doigté, ça a été un peu trop violent. Je pense que Canal entre difficilement, avec beaucoup de périls, dans une phase de reconstruction. Voilà. Là, il y a une liste de gens qui doivent être licenciés, qui circulent, etc. Je pense que c'est une chaîne qui a un potentiel extraordinaire. Ils ont concentré le talent là-dedans qui est assez phénoménal, mais c'est une chaîne qui a aussi un équilibre économique qui est contesté aujourd'hui. Il va falloir reconstruire tout ça. Donc Bolloré est entré violemment dans la problématique Canal, mais la problématique existait. Alors, comment il va la résoudre, est-ce qu'il va la résoudre, ça, je ne sais pas, il va mettre beaucoup d'argent en rachetant Bein, d'une certaine manière, en ayant l'exclusivité de la diffusion de Bein. Il peut sauver comme ça quelques droits sportifs, ça c'est pas mal. Mais il y a des contestations aussi sur la production de cinéma, etc., la diffusion. Il y a des gros chantiers dans le Canal. Je ne sais pas s'il les résoudra tous, mais voilà. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre intervention. Je pense que dans la question, est-ce que vous préférez Europe 1 ou le Grand Journal, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que vous préférez la presse radio ou la presse télé? Est-ce qu'on arrive à entrer plus au fond des sujets dans la presse radio? Et un peu que vous nous racontiez un peu quel est votre journée type, par exemple, le nom Europe. Merci. Moi, ce que j'ai voulu faire, je n'ai jamais voulu faire du journalisme, mais j'ai voulu faire du journalisme politique. Ma préférence va à l'écrit. J'ai commencé de manière sérieuse depuis un mois un blog qui la semaine prochaine devrait être sur le site d'Europe 1, comme ça il y aura beaucoup plus de trafic que le petit blog que j'ai tout seul dans mon coin, mais qui a déjà un peu de trafic quand même, où je vais essayer surtout de faire de la déconstruction du discours politique, y compris du discours politique des journalistes. J'ai déjà commencé, il y a quelques papiers qui ont bien marché, et j'ai très envie de faire ça dans la perspective de l'élection présidentielle. L'écrit permet de poser des choses, et puis c'est un exercice extrêmement stimulant, extrêmement agréable, extrêmement réconfortant d'une certaine manière. Quand je suis arrivé à Paris, je suis arrivé à Paris en novembre 87, j'avais le souci de faire du journalisme politique, mais pour moi il n'y avait qu'une manière de le faire, et c'était l'écrit. Et j'ai passé 12 ans
dans la presse écrite, et je ne pensais pas faire de la radio ou de la télévision. C'est le hasard des rencontres qui fait que, j'ai accepté évidemment, mais voilà, un jour c'est Jean Lucas qui dirigeait France Inter, que j'avais croisé quelques années avant, qui me dit si tu veux, il y a un poste de chef du service politique à France Inter qui se libère. Et comme c'était une expérience, j'y étais. Et puis le grand journal, je n'ai pas sollicité ça, mais un jour, les 3 lavants que j'ai cités m'ont sollicité, et j'ai dit oui. Voilà. C'est des expériences. Et entre la radio et la télé, moi personnellement, je ne ferai pas beaucoup de différence. Ce que j'aime beaucoup, c'est parler de politique. À Europe 1, aujourd'hui, je ne parle pas de politique. À Europe 1, je fais autre chose, je vais vous en parler rapidement, mais c'est un peu autre chose. Et moi, j'aime parler de la politique. BFM m'a proposé d'être chroniqueur politique, ce que j'avais accepté avec le précédent, mais Europe 1 n'a pas voulu. Ça, j'ai un peu regretté. Là, voilà, Europe 1 a voulu que je sois exclusivement Europe 1. Bon, je sais pas si ça va durer, mais enfin bon, on verra bien. Mais parler de la politique à la radio ou à la télé, franchement, j'adore ça. Je trouve qu'écrire, c'est un peu sublime, et parler, c'est extrêmement jouissif. Donc, choisir entre tout ça, c'est un peu compliqué. Mais j'adore parler de la politique. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt à le faire. Enfin, voilà, j'aime ça. Et je trouve que c'est important. Alors, Europe 1, aujourd'hui, ce que m'ont proposé les dirigeants d'Europe 1, mais ce qui m'a paru quand même être une belle proposition, c'est d'animer ce que je n'avais jamais fait, et ce qu'aujourd'hui, puisque j'ai commencé le 23 août, je fais encore de mon point de vue assez imparfaitement, c'est d'animer 2 heures d'émission. Alors 2 heures d'émission sur l'actualité, donc là on traite toute l'actualité. La politique, mais l'économie, l'étranger, les faits divers, le sport, la culture, donc toute l'actualité. Et ça demande, c'est un travail important. Moi je me lève à 5 heures tous les matins, il faut lire la presse, les journaux, il faut écouter la radio, repérer dans ce flot d'informations, en général on a commencé la veille, repérer dans ce flot d'informations ce qui va être un peu les informations importantes de la mi-journée, puisque l'antenne est prise à midi, pour ce qui me concerne. Donc essayer de hiérarchiser, de sélectionner, puis de hiérarchiser toutes ces informations. C'est un exercice amusant, journalistiquement. J'arrive à Europe 1 à 8h30, on a une première réunion, l'équipe d'Europe Midi, 5-6, la chef, le réalisateur de l'émission, les programmateurs de l'émission, Maxime Soutet, avec qui je parle aujourd'hui. Donc on détermine comme ça les grands sujets. Puis à 9h15, il y a une conférence de rédaction. Les services d'Europe 1 me disent chacun ce qu'ils ont dans leur secteur. Donc on complète ce que nous avons repéré de ce que eux proposent. Et l'équipe d'Europe Midi se retrouve à 9h45 pour construire le menu des 2 heures. Le conducteur des 2 heures d'émission. Qu'est-ce qui va ouvrir à midi? Avec quoi on relance le journal à midi 15? Qu'est-ce qui fait le premier titre de midi 30? Les 2 invités d'Europe Midi à 2h40, le journal de 13h, le dialogue avec les auditeurs entre 13h10 et 13h40, et la partie culture de 13h40 à 14h. Donc on détermine tout ça. À 10h15, la réunion doit être finie. De 10h15 à 10h45, en fonction des sujets choisis, mais tout ça a été un peu anticipé, on récolte les éléments pour écrire le journal. 10h45, 11h50, il faut écrire le journal, et puis midi 14h être à l'antenne. Donc quand on arrive à 14h, on est quand même un peu net. C'est à la fois très varié, très complet et un peu fatigant. Donc après, quand je veux, c'est pas tous les jours, mais il y a 2 heures de tennis derrière. Quand je veux. Et comme j'ai beaucoup travaillé les années précédentes, j'avais un peu délaissé le tennis, et là depuis septembre, j'ai pas mal progressé le tennis. Ce qui est aussi quelque chose qui me tient. Voilà. Et donc voilà comment se passe une journée. Et après, l'après-midi, il faut lire Le Monde, il faut passer quelques coups de fil, il faut regarder les journaux de 20h, le petit journal, parce que c'est un truc formidable. Et puis après, on peut aller au cinéma si on veut, dormir si on peut, dormir. Et voilà. Et c'est pas dégueu. Bonjour Monsieur Apathy. Bonjour. Désolée. Je voulais avoir votre regard sur une nouvelle vague d'intervieweurs politiques. Je pense notamment à Léa Salamé dans On n'est pas couché, à qui on reproche son agressivité et aussi le format de l'enfantement. Quel est votre regard là-dessus? D'abord, moi aussi j'étais jeune journaliste, donc c'est normal qu'il y ait des jeunes journalistes qui viennent concurrencer puis finalement chasser les moins jeunes journalistes. Donc, Léa Salamé, Apolline de Malherbe, Caroline Roux, beaucoup de jeunes femmes, hein. Moins d'hommes là dans les jeunes générations.
font de l'interview, de journalisme politique, et avec chacun sa personnalité et du talent. Voilà. Léa Salamé est très en vue, effectivement, grâce à l'émission de Ruquier. Je ne comprends pas toujours les critiques qui sont adressées à cette émission, parce que, bien sûr, sur le plateau voisinent des gens qui ont des statuts sociaux divers. Il y a des responsables politiques et des acteurs, il y a des auteurs et des humoristes. Bon. Mais en même temps, quand un homme politique a la parole dans cette émission, il n'est pas pollué par les gens qui sont à côté de lui. Manuel Valls a été dans cette émission, il a fait 1h15 d'émission, il a parlé de politique. Donc, je ne comprends pas bien, on faisait quelquefois aussi le reproche au grand journal, je ne comprends pas bien la critique de l'infotainment, parce qu'un responsable politique, il vient parler de politique dans une émission comme ça. Donc il fait son boulot, il touche le public, ça me paraît plutôt bien que mal. Il peut y avoir 1,5 million, 2 millions de téléspectateurs chez Ruquier. C'est pas négligeable. Quand on pense avoir quelque chose à dire, aller chez Ruquier, c'est bien. Il y a des responsables politiques qui disent je ne vais pas aller chez Ruquier. Fillon dit ça. Eh bien, que Nicolas Sarkozy disait aussi. Je pense qu'ils se trompent. Je crois qu'ils ont tort. C'est une émission où ils peuvent parler de politique, donc je ne vois pas pourquoi ils refuseraient d'y aller. Et j'ai compris que Ruquier n'invitait pas Marine Le Pen, je pense que c'est aussi un tort. Parce que quand on a une émission qui a ce statut-là, où la politique y a sa place, et où les gens qui la regardent ont repéré la place de la politique, il n'y a pas d'interdit dans les invitations. Parce qu'une démocratie, ça n'est pas une interdiction. C'est au contraire une permission organisée pour la prise de parole. Donc le Front National qui a sa place comme les autres. Voilà mon opinion sur cette émission. Le mélange des genres dans les émissions, qui ne me paraît pas préjudiciable. Et puis les jeunes journalistes qui un jour remplaceront les moins jeunes journalistes. Je jouerai plus au tennis. Dernière question. Bonsoir. Pour rebondir sur l'affaire Bolloré, quand on voit les dernières histoires de conflits d'intérêts, notamment avec les émissions d'investigation concernant ces activités, et que l'on sait que vous travaillez pour Europe 1, qui est un média du groupe Lagardère, qui est un groupe plutôt influent, qu'est-ce que vous pensez de la concentration des médias dans ces grands groupes aux multiples influences? Et je ne sais pas que vous en êtes victime, mais de la possible indépendance des médias qui sont détenus par ces groupes. Je pense que c'est toujours une interrogation qu'il faut avoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la presse, à de rares exceptions, est financée par des groupes qui ont des activités dans d'autres domaines que la presse. Donc en soi c'est un problème. Il vaudrait mieux que la presse s'autofinance. Maintenant, c'est notamment vrai de la presse écrite, elle ne le peut pas. C'est-à-dire qu'imprimer un journal, le distribuer coûte tellement cher que les entreprises de presse sont déficitaires. Et que sans l'intervention de groupes qui investissent de l'argent dans des titres, ces titres-là disparaîtraient. Donc ça peut avoir des conséquences négatives, mais pour l'instant, la presse, les journalistes, ne parviennent pas à s'organiser pour financer eux-mêmes leur production. Alors, Internet peut peut-être renouveler le genre. De ce point de vue, l'expérience de Mediapart, ou à une moindre échelle d'arrêt sur image, ou d'autres sites, semble indiquer qu'il est possible d'imaginer que des médias peuvent trouver un financement et ne pas dépendre de groupes extérieurs au monde des médias. Mais il faut être quand même, comment dirais-je, réaliste. Mediapart est un média, je parle de Mediapart parce que c'est un exemple intéressant, ils ont gagné de l'argent l'année dernière, par exemple. C'est une bonne nouvelle que l'entreprise de presse gagne de l'argent. Mais ça n'est pas un média complet. C'est-à-dire, ils ne font pas autant de reportages, ils ne couvrent pas toute l'actualité comme le couvre un média de presse écrite. Donc, voilà, ce sont des... Du coup, il y a une segmentation de l'information. Peut-être que ça va être la presse de demain, ça. Hein, qu'on ira vers un titre
plusieurs titres, si on veut une information globale, on ira vers un titre spécialisé dans la politique, un autre spécialisé dans la politique étrangère. Donc ça annonce peut-être une fragmentation, mais le point positif, c'est que peut-être les journalistes pourront financer eux-mêmes leur aventure éditoriale. Ça, c'est le premier point. C'est un problème d'être financé par des groupes extérieurs, mais sans ces groupes extérieurs, beaucoup de titres disparaîtraient. Ensuite, il y a l'influence du financier sur le projet rédactionnel. Là aussi, il faut avoir une réflexion assez fine. D'abord, vous prenez le groupe Lagardère, il faut noter que le groupe Lagardère a eu des intérêts industriels, il n'en a plus aujourd'hui. Le groupe Lagardère, c'est uniquement un groupe de presse. Le Figaro est financé par Dassault, qui est un groupe industriel. TF1 est la propriété de Bouygues, qui est un groupe industriel. Ces groupes, par exemple, dépendent de commandes publiques, donc on pourrait se poser des questions. Mais pour le coup, ça a été, mais ça n'est plus le cas du groupe Lagardère, puisque les participations dans Airbus, par exemple, le groupe Lagardère n'en a plus. Donc aujourd'hui, le groupe Lagardère est un groupe de presse. Au fond, le groupe Lagardère aujourd'hui est l'exemple de ce qu'il faudrait souhaiter, c'est-à-dire un groupe qui est investi à 100% dans la presse. Est-ce que les gens qui investissent dans un média peuvent influencer le projet rédactionnel de ce média et, pour être clair, le censurer? Alors, on a vu avec Bolloré que oui, que des enquêtes à Canal avaient été censurées. Mais il faut bien comprendre que celui qui court le risque, parce qu'il avait le propriétaire, d'interdire la diffusion d'une information, en fait, il court le risque de deux choses. D'abord, ridicule, parce que ça se sait, et ensuite de l'inefficacité, parce qu'il donne un tel retentissement à sa censure que ce qu'il voulait cacher est dévoilé par le fait même qu'est connue la volonté de censure. Donc il perd sur tous les tableaux. Donc, l'interrogation qui est légitime ne doit pas nourrir une crainte de censure qui, elle, n'est pas légitime. Parce que la censure, en fait, est inopérante. Il y a aujourd'hui trop de médias et trop d'intérêts divers pour qu'une information soit cachée par tous les médias. Si un média ne veut pas donner une information, un autre média la donnera. Et si plusieurs médias exercent une censure, cela se saura. Et quand la censure est connue, elle devient, du moment où elle est connue, totalement inopérante. Donc la question importante qui est de savoir si l'information circule ou non, et si la population est correctement informée ou non, est la question principale. Et à cette question-là, on peut répondre que l'information circule et que la population est toujours correcte. Donc ça doit relativiser le problème réel que pose la possession par des groupes industriels des médias de diffusion importante dans des sociétés démocratiques. Écoutez, merci M. Apathy d'avoir répondu à nos questions et à nos petits jeux. C'était avec plaisir. Merci au public d'être venu également. Merci à vous.